apporter les réponses au plus grand nombre de personnes, on a avant tout besoin de faire évoluer la manière dont on répond à leurs attentes et besoins en continu. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète. Et c'est bien donc en faisant évoluer notre système d'accompagnement qu'on va y parvenir. Donc, bon, vous avez cité un certain nombre de réformes qui sont déjà effectivement soit en cours, soit abouties pour y contribuer. Moi, je voulais insister peut-être sur 3 réformes. Bon, la réforme du financement, qui n'est pas prête à être mise en œuvre demain, qui n'est pas prête encore à aboutir, celle qui s'appelle Séraphin PH, et dont l'objectif, c'est bien d'introduire un certain degré d'individualisation dans la manière dont on finance les établissements et services médico-sociaux. Je pense que c'est une réforme essentielle, parce qu'aujourd'hui, on n'a potentiellement rien dans notre système de financement qui incite les uns et les autres à apporter les solutions à la fois les plus qualitatives possibles, les plus individualisées possibles. On peut tout à fait imaginer un établissement qui fonctionne complètement en vase clos, avec du coup des coûts moindres, et qui n'accueille ou n'accepte que les personnes avec des profils finalement pas si complexes que ça, et que cet établissement soit financé aussi bien, voire mieux qu'une structure qui serait très proactive, très ouverte sur son territoire et très inscrite dans une démarche partenariale de réponse aux cas complexes. Donc l'idée, c'est que demain, les financements soient mieux ajustés par rapport à ces éléments-là. Il y a bien évidemment la réforme des autorisations que j'évoquais tout à l'heure. En substance, ce qu'on veut, c'est qu'on ait moins de cases. Aujourd'hui, quand on regarde Finesse, on a 1000 nomenclatures sur le champ du handicap, différentes, selon les tranches d'âge, les types de handicap, la typologie d'accompagnement proposée. Demain, il y en aura beaucoup moins. L'objectif, c'est tout simplement que chaque structure puisse être ouverte à un plus grand nombre de personnes potentiellement et qu'on puisse ainsi faciliter l'accès à l'offre d'accompagnement qui est la nôtre. Et enfin, une instruction qui est un texte qui n'est pas une loi, qui n'est pas un décret, mais une instruction de l'année dernière, du mois de mai, qui porte sur la transformation de l'offre, qui en réalité flèche la manière dont on doit utiliser les nouveaux crédits qui existent encore sur le champ médico-social. On peut trouver que c'est insuffisant, mais en tout cas ça existe. Et donc ce qui flèche ces nouveaux crédits sur notamment les opérations de transformation de l'offre et du coup qui définissent ce qu'on en entend et ce qu'on en attend aussi. Et je pense que c'est un document que tout le monde ne connaît pas. C'est un document administratif, mais qui est finalement assez facile de lecture, je trouve, et que j'invite les uns et les autres à découvrir, notamment pour avoir cette projection sur les projets futurs que vous pouvez porter. L'instruction s'adresse aux ARS, mais ma foi, les orientations qui y sont inscrites, je pense que peuvent être tout à fait adaptées, y compris aux orientations que le département pourrait porter, et que les différents porteurs de projets pourraient aussi intégrer dans leurs ambitions. Donc c'est une orientation qui n'est pas nouvelle, la transformation de l'offre, mais on a une chance que la généralisation de la démarche réponse accompagnée arrive à un moment où le gouvernement, au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République et du Premier ministre, a mis un accent sur la société inclusive pour les personnes en situation de handicap. Parce qu'en réalité, ça va bien de pair, cette aspiration à la transformation de l'offre, qui est un outil au service de l'accompagnement de toutes les personnes qui en ont besoin, et cette volonté politique d'aboutir à une société plus inclusive. Donc c'est une chance parce que, d'une part, on peut s'appuyer, vous pouvez vous appuyer dans les projets que vous allez mener sur tout ce qui est en train d'être travaillé sur le versant de l'accessibilité universelle. Parce que bon, on parle beaucoup aujourd'hui du médico-social, c'est important, mais il faut dire que si aujourd'hui on demande au secteur médico-social de s'ouvrir davantage sur le milieu ordinaire, c'est vrai que c'est une certaine nouveauté, en tout cas c'est une dynamique qui est en cours. Si le médico-social n'était pas ouvert sur le milieu ordinaire, c'est aussi parce que le milieu ordinaire n'était pas tout à fait volontaire, toujours, d'accueillir les personnes en situation de handicap et de travailler avec le secteur spécialisé. Aujourd'hui, je pense que le mouvement, là aussi, est en cours du côté du milieu ordinaire, que ce soit sur le champ de l'école, du travail, de l'habitat, de l'accès au sport et aux loisirs, à la culture. Et donc, du coup, l'idée, c'est bien d'amplifier cette dynamique-là et
et que vous puissiez encore une fois plus facilement construire ce genre de partenariat. Et ça s'inscrit, enfin, moi j'apprécie vraiment beaucoup votre approche au niveau du département, autour de cette idée d'intégrer les enjeux des politiques sociales dans l'ensemble des politiques départementales. En fait, c'est exactement la même logique que nous au niveau national. Bon, nous, on s'occupe du handicap, je trouve ça encore plus intéressant quand on s'intéresse aux questions des fragilités au sens large et qu'on soit dans une logique vraiment d'accessibilité universelle en réalité, pas seulement pour les personnes en situation de handicap, mais pour toute personne voilà, qui présente un certain nombre de particularités de fragilité. Donc, de faire en sorte que, nous, ce qu'on essaie, c'est de faire en sorte que tous les ministères tiennent compte des enjeux des personnes en situation de handicap dans leur politique. C'est un peu ce que vous essayez de faire sur le social, donc je trouve que c'est particulièrement intéressant. Mais donc, je disais, on a un contexte particulièrement important parce qu'on a cette dynamique avec le milieu ordinaire qui doit être facilitante, et aussi parce que la nouvelle secrétaire d'État aux personnes handicapées a aussi une vraie volonté, du coup, sur le champ médico-social d'accompagnement spécialisé, d'être dans une dynamique de transformation. Elle a vraiment réaffirmé l'ambition qu'avait la réponse accompagnée en la matière, avec une réunion du niveau politique qui a eu lieu au mois de janvier, un groupe de travail plus opérationnel national qui s'est réuni pour la première fois la semaine dernière. Vous voyez déjà, il y a une petite latence. Malheureusement, tout prend beaucoup de temps. Mais dans tous les cas, une vraie volonté d'avancer pour faire quoi finalement? Et c'est là où ça m'intéressera aussi de savoir ce que vous avez prévu. Pour faire deux choses, mieux répondre aux situations complexes et proposer aux personnes les parcours les plus inclusifs possibles. Et les deux vont bien de pair. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, un dernier point, mais finalement c'est assez central. Le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on offre à une personne, à chaque fois que c'est possible, une solution de droit commun, et que pour y arriver, on mobilise bien évidemment l'accompagnement spécialisé, et que quand le droit commun ne peut pas répondre, là, bien évidemment, on a là aussi toute une place à avoir pour le secteur spécialisé. Mais donc ce principe de subsidiarité, il est essentiel pour qu'on puisse ensuite mobiliser les ressources et l'expertise qui est celle du secteur d'accompagnement spécialisé pour accompagner les situations complexes. Pour être dans ce qu'on peut appeler certaines inconditionnalités de l'accueil. On peut parfaitement entendre que face à une situation compliquée, un acteur ne puisse pas l'accompagner seul, c'est légitime, mais on ne peut pas entendre, on ne peut plus entendre qu'on refuse des accompagnements ou des admissions en structure d'accompagnement des personnes sous prétexte que leur profil est trop lourd et que ces personnes ensuite relèvent de l'accompagnement par leur seule famille. Il y a du non-sens là-dedans dont il faut qu'on arrive à sortir. Et du coup, je pense que ça passe bien évidemment par des logiques de partenariat. C'est-à-dire, ok, moi tout seul, je n'y arriverai pas, je l'assume, je le dis, et je m'appuie sur les partenaires institutionnels, dont la MDPH, dont l'ARS, le département, pour trouver d'autres partenaires et sécuriser cet accompagnement-là. Et par ailleurs, j'essaie de faire en sorte que mes moyens soient les mieux orientés possibles, là où on en a le plus besoin. Donc sur cette idée de graduation, en quelque sorte, de la mobilisation de l'offre dont on dispose. Ce principe de graduation, il est important parce que, à la fois, on a clairement des questions de moyens, ça a été dit, je pense qu'il faut aussi être très transparent sur ces sujets-là, on est tous dans des logiques de moyens contraints, mais rien n'empêche, tout en affichant ces contraintes-là et en disant, écoutez, moi je ne peux pas faire plus que ça, et que chacun affiche ses contraintes et ses limites, qu'ensuite, une fois qu'on a défini ce qu'on peut mettre au point en quelque sorte, qu'on se dise, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de plus intelligent et qui répond le mieux aux besoins des personnes. Et donc, enfin, la notion de graduation de la réponse s'inscrit dans cette optique-là. Comment on met les ressources là où on en a le plus besoin. La logique de graduation, elle est importante aussi à un autre titre, plus individuel, c'est quand on parle d'inclusion, ou d'une volonté d'ouverture du secteur médico-social, voire de désinstitutionnalisation. On a toujours cette crainte, qui est souvent exprimée quand je me déplace. On va fermer, on veut fermer les établissements et les services. On prétend qu'on n'a plus besoin d'accompagnement spécialisé. Tout ça, c'est pour faire des économies. C'est pas du tout ça. On a justement besoin de l'accompagnement spécialisé pour aller vers le milieu ordinaire, pour que ça se fasse dans de bonnes conditions, pour qu'on ne soit pas dans des situations de souffrance. Je pense que
ce que j'entends le plus quand on nous dit « oui, l'inclusion c'est bien, mais c'est pas pour tout le monde », ce que j'entends le plus, c'est les exemples d'enfants qui se retrouvent à l'école, sans accompagnement adapté et avec des professeurs pas formés en face, et qui sont en grande souffrance, effectivement, à l'école. Mais c'est pas le bon exemple. C'est pas parce que l'inclusion, c'est pas pour ces enfants-là, c'est parce qu'on n'a pas mis en face un accompagnement à la fois spécialisé et la formation nécessaire des acteurs de droit commun pour que cette inclusion puisse réussir. C'est très différent. Et du coup, quand on parle de la graduation, je pense que ce qui est important, c'est de se dire, il n'y a pas de personne en situation de handicap pour qui le terme d'autonomie n'a pas de sens, le terme d'autodétermination n'a pas de sens, ou le terme d'inclusion n'a pas de sens. Ces termes-là, ils ont un sens, doivent être l'objectif pour toute personne en situation de handicap. Après, avec des niveaux différents. Pascal Jacob, que certains connaissent sans doute, qui est porteur de pas mal de dynamiques en la matière, d'accès aux soins des personnes en situation de handicap, à travers la charte Romain Jacob, mais pas que, et beaucoup d'autres sujets. Et il dit souvent il faut qu'on cherche l'autonomie aussi petite soit-elle. Et je pense que justement, aussi petit soit-elle doit être dans la tête de tout le monde quand on construit un projet d'accompagnement. L'autodétermination, capacité à choisir et à être, enfin voilà, pouvoir peser sur sa vie quotidienne et sur son projet de vie, tout le monde l'a en fait. Une personne en situation de polyhandicap qui a un âge mental peut-être de, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans, malgré voilà, l'apparence ou l'approche qu'on peut avoir spontanément, il peut choisir un certain nombre de choses. Et je pense qu'on a tous, en tant que parents ou proches tout simplement de personnes qui ont eu des enfants, on sait que des petits-enfants, ils sont en capacité de choisir des choses simples, ce qu'ils veulent porter, ce qu'ils veulent manger, etc. Et j'insiste là-dessus, parce que je pense que c'est justement pour ces personnes-là, quand on arrivera pour ces personnes-là au quotidien, de travailler sur cette question d'autodétermination et des choix, qu'on pourra le faire d'autant plus facilement pour tous ceux pour qui c'est beaucoup plus naturel. Et donc, cette notion, encore une fois, de penser à tous ces mots-clés, mais dans la pratique concrète, en se disant, on n'a pas des personnes qui sont concernées et d'autres qui ne le sont pas, mais tous sont concernés à des degrés différents, c'est comme ça qu'on pourra faire évoluer notre offre d'accompagnement. Non, nos établissements et services, ils ne sont pas dans la ségrégation, ils sont dans l'accompagnement à l'autonomie, à l'autodétermination et à l'inclusion. Alors ça va être difficile de compléter le propos national quand même, parce que je pense que Marina Drobi a bien balayé tout le champ. Donc je vais plutôt m'attacher effectivement alors déjà à répondre effectivement sur l'accompagnement. Effectivement, quand j'ai pris mon poste il y a 2 ans, c'était encore la MDPH, la direction d'autonomie d'un côté, voilà, et on sentait bien la MDPH et la direction d'autonomie d'un côté. Donc déjà rien que sur même un service PH ou une MDPH, il y avait de la communication, mais c'était bien 2 structures différentes. Donc déjà, le dialogue était des fois compliqué parce que effectivement, c'est pas la même structure. Quoi. Et on est dans un département où la MDPH était déjà bien intégrée au département. Voilà. Et donc j'imagine que sur d'autres territoires, et je ne vais pas citer des noms, mais on en connaît, c'est encore plus complexe. Donc nous, comme j'expliquais tout à l'heure, on est parti vers cette MDA justement parce qu'on voulait aller plus loin que ça. On voulait plus loin. Et donc, effectivement, qu'au niveau de la MDPH, quand on parlait d'accompagnement, on ne parlait pas tous de la même chose. Et en l'occurrence, accompagnement, c'était souvent, et c'est souvent, un accompagnement autour d'une décision prise par la CDAPH. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps d'aller beaucoup plus loin que ça. On n'a pas le temps d'aller faire de l'accompagnement global. Il y a des dossiers qui arrivent. On accompagne les personnes au moment où les dossiers arrivent pour les aider, pour comprendre les situations. On les accompagne au moment où la décision est prise pour leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, j'allais dire, ça s'arrête là. Ce qu'il faut, c'est aller beaucoup plus loin. Quand il y a des problématiques de logement qui sortent d'une décision de la MDPH, c'est pas la MDPH. Or, aujourd'hui, on ne doit plus avoir ce discours. La personne, il faut la prendre dans sa globalité, sur son projet de vie. Ce qu'a présenté tout à l'heure Véronique de Coudin, le projet de vie qu'il faut remplir, c'est là-dessus qu'il faut répondre à la personne, sur son projet de vie. Mais pour qu'elle puisse remplir son projet de vie, il faut l'accompagner déjà. Parce qu'une fois que vous avez la feuille blanche devant vous, allez écrire votre projet de vie,
Moi, je pense que c'est quand même très compliqué, quoi. Donc l'accompagnement, il est très très large. Et c'est ça qu'on essaie vraiment de mettre en place et que l'on va développer. Voilà. Et je passerai la main tout à l'heure à Gaël Vergès, et avec les territoires, voilà, ça va être très important. On a les clics qu'on a commencé aussi à mettre dans une démarche d'accueil. Voilà, il faut étendre tout ça. Et il y a beaucoup de travail, effectivement, pour arriver à faire tout cet accompagnement global, qui n'est pas de dire qu'on fait de la polyvalence, c'est-à-dire que tout le monde sait tout faire, hein. Mais c'est vraiment qu'on sait vraiment tous travailler ensemble pour faire cet accompagnement global, quoi. Donc déjà, ça, c'est la première réponse. C'est effectivement, on est bien dirigé là-dedans. Quand on dit que nos politiques sociales s'inscrivent dans nos politiques publiques, voilà, on y répond effectivement pleinement, quoi. En tout cas, c'est là-dedans que l'on s'inscrit. Alors, moi, hier, on était avec Marina Drobier aussi à Paris, sur les premières réunions nationales de l'autonomie avec la CNSA et l'Assemblée des départements de France. Avec des discours très intéressants qui ont été conclus par la ministre de la Santé. Et notamment, il y avait Denis Piveteau qui a parlé, voilà, un quart d'heure. Je crois qu'il a expliqué tout ce qu'on aimerait tous dire enfin, il nous faut 3 heures, je ne sais pas, voilà, avec les mots justes. Et donc pour faire le pendant avec ce qui a été présenté effectivement en termes d'offres, oui, j'avais promis quand même que je rajoutais les chiffres qui manquaient. C'est vrai qu'on avait un foyer de vie, on a quand même 70 places en internat et 29 places en accueil de jour. Voilà, ce qui n'est pas rien. Et puis en plus, c'est ça qu'il faut arriver à développer, à transformer. Et en pendant, on a les foyers d'hébergement où il y a 216 places. Et on sait que ces foyers d'hébergement, c'est l'institution, avec le mot institution, comme il convient de le faire évoluer. Et je pense que vous tous acteurs, hein, qui avez des foyers d'hébergement et foyers de vie, vous nous avez tous sollicité là-dessus, et donc on doit partir dans ces pistes-là, quoi. Et ce que disait donc Denis Piveteau, c'est qu'il faut vivre au milieu de tous, d'accord, et que les places d'hébergement qui ne fonctionnent pas, les places d'hébergement, il ne faut pas qu'elles fonctionnent comme un mur, mais comme un toit, avec des ouvertures à l'extérieur, quoi. Voilà. Et ça c'est des mots là qu'il a prononcés juste une fois qu'on a dit ça, c'est très très simple. Et je pense que c'est vraiment là qu'on va... C'est-à-dire qu'on ne veut pas supprimer les institutions, quoi. C'est la façon dont on veut les gérer demain qu'il faut transformer. Un toit, pas des murs. C'était vraiment des mots très très simples et je pense qu'aujourd'hui ça peut vraiment guider notre façon d'y travailler, quoi. De la même façon, il y avait toujours sur la politique inclusive, hein, faire vraiment une politique participative. Voilà, que la personne, elle participe à cette politique inclusive. Et il ne faut pas, effectivement, même quand on parle de logement inclusif, l'opposer à l'institution. Voilà, tout ça doit faire ensemble, tout ça faire en sorte qu'on vive ensemble. Il n'y aura pas que du logement inclusif, il y aura toujours des institutions, parce que tout le monde ne pourra pas être sur un logement inclusif. Il faut dire la vérité aussi. Donc comment on construit cette société, quoi. Pour l'illustrer par rapport à ce qui a été décidé par l'Assemblée départementale en fin d'année dernière, donc le nouveau schéma d'autonomie, qui est le premier schéma d'autonomie, puisqu'en fait avant il y avait un schéma personne âgée, il y avait un schéma personne handicapée. Donc vous voyez bien qu'on était déjà à séparer encore les domaines, et heureusement ce schéma d'autonomie est venu effectivement rapprocher, et qui plus est aujourd'hui entre l'handicap et le vieillissement. Et juste, je vais citer quelques actions, hein. Il y a 24 actions qui ont été déterminées. Je vais citer quelques-unes je me satisfais quand même, qui répondent quand même à ce que l'on attend, hein. On a la première qui est développer les outils de repérage de l'isolement. Alors souvent on en parle pour les personnes âgées qui sont isolées. Au niveau de l'handicap, on n'en parlait pas forcément, quoi. Et je pense que de parler de l'autonomie de façon générale, ça va permettre de mettre les mêmes outils au service des personnes sur handicap. Garantir la qualité d'accompagnement des publics, voilà, ça c'est évident, quels que soient les établissements. On a une action qui est développer la formation et l'information des sciences aidants. Donc là, si on est en lien évidemment avec l'axe 3 de la réponse accompagnée pour tous, à travailler aussi la paire aidance à travers ces formations. On a parlé aussi de la formation interprofessionnelle, hein, je ne sais plus ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y en a eu sur la protection de l'enfance au niveau du département qui a permis d'associer tous les professionnels, mais il faut continuer. Et donc sur les aidants, évidemment, c'est primordial. Développer l'accueil familial. Donc c'était déjà lancé. On continue à y travailler avec notre coordinatrice qui est ici, et notamment sur ce volet handicap. On commence à avoir quelques places au niveau de l'handicap.
elles sont pas simples, hein. C'est pas simple, et toute la formation qui va avec ces personnes-là. Donc, on veut développer cet accueil familial. Les personnes sont ici. Alors, il y en a une qui est évidente, une action, qui est faciliter les parcours et transitions des personnes en situation de handicap en établissement qui cessent de travailler. Donc, je pense que voilà, tous ceux qui travaillent autour des ESAT aujourd'hui, vous les voyez, ces personnes veillères. Tout à l'heure, on dit qu'il y avait 31% qui avaient plus de 50 ans, mais c'est bien celle-ci. Donc, il va falloir voir quelle transition et comment on prépare ces transitions. Donc cette action-là, elle va être primordiale. Le développement des solutions d'accueil ou d'activité en journée, et ça permettra d'y répondre. On a le développement des logements intermédiaires, on a mettre à disposition des usagers des informations relatives aux loisirs et à la culture. Ça aussi a développé fortement, ça a été question hier aussi. Beaucoup de sujets sont revenus autour du sport, de la culture. Important, on n'est pas le lien social, oui on le fabrique, la culture et le sport permettent vraiment d'engager une participation importante au travers d'intérêts communs, donc tout ça à développer. On a d'autres aussi, je finis par 2 dernières actions qui sont importantes aussi, c'est par exemple recenser les offres de services, marchands ou non marchands, pouvant répondre aux besoins des personnes, tout simplement du petit bricolage. Une personne a besoin d'un petit bricolage, comment on vient l'aider? Comment on recense ces personnes-là? Comment, du coup, on fait marcher l'inclusif, quoi. Et la dernière, qui comme ça pourrait paraître un peu étrange, mais c'est développer les produits touristiques dédiés. On dirait, oui, mais ça c'est pour les touristes, les Russes qui viennent en France et qui ont un peu d'argent, et on va développer les produits touristiques pour eux. Sauf que si on y met des labels handicap, on va pouvoir le développer pour tous, quoi. Voilà. Alors ça ne sera pas que pour les Russes, hein. Mais on peut développer toutes ces actions-là. Donc tout ce qui est effectivement autour de la culture, du sport, du tourisme, voilà, ça fait partie aussi de notre action. Et il faut développer ces actions-là. Si on veut que ça soit une véritable société inclusive, il faut aller dans tous ces axes-là, quoi. Depuis ce matin, on parle d'inclusion. Donc, moi, je vais revenir sur une notion. Un toit, pas des murs, j'entends, mais sur un territoire. Ce qui est important, c'est la notion de territoire. L'habitant, il est au cœur des territoires, et c'est tous les habitants. Donc, les personnes handicapées, bien évidemment, qu'on a tendance parfois à un peu, justement, cloisonner dans des établissements, ou en tout cas parfois aussi à la maison. Donc, c'est quelle place on leur donne sur le territoire. Natalia Siba, tout à l'heure, parlait de Solidaction, donc je ne vais pas y revenir, mais ce qui est important, c'est la démarche de Solidaction. Ce qu'on essaie d'introduire du côté du département, c'est une démarche d'ouverture sur le territoire. Alors on le voit à travers la démarche aussi de CEPOM qui est engagée du côté des personnes âgées, avec les EHPAD, on l'engage avec les services d'aide à domicile, mais aussi avec certainement, puisqu'on va y arriver sur les CEPOM handicap, c'est des objectifs qu'on aura à atteindre, en tout cas l'ouverture de l'établissement sur le territoire. Alors, comment on va le faire? Parce que les enjeux sont complexes. On voit bien la complexité du handicap, des dispositifs. On est dans un contexte contraint où il y a peu de moyens, avec des territoires qui sont quasiment découverts, où il n'y a quasiment pas d'acteurs qui interviennent. Quelques acteurs associatifs, c'est assez diffus. Enfin bon, c'est toute la complexité. Donc on voit qu'il y a une multitude de diagnostics qui sont réalisés, des schémas, enfin bon, voilà. Mais comment on les fait vivre sur le territoire? Et l'enjeu justement de Solidaction, c'est de pouvoir les réintroduire sur le territoire selon une approche. Donc ce qu'on a fait d'abord, il y avait bien évidemment cette volonté politique, et ça c'est un préalable, c'est pour partager cette connaissance sur un territoire, il faut déjà qu'on définisse un territoire qui soit pertinent. Donc le territoire pertinent, c'est quoi? C'est tout simplement les bassins de vie. Si on regarde l'empilement des cartographies administratives, on ne s'y retrouve pas. On a déjà donc des bassins de santé, des bassins gérontologiques, des limites administratives qui sont celles de la préfecture et des sous-préfectures. On a les limites des maisons départementales de solidarité. On a les EPCI. Enfin bon, voilà, avec toutes les compétences qui viennent se croiser et des limites géographiques qui sont d'ailleurs pas toujours pertinentes pour les habitants. Ils ne s'y retrouvent pas toujours. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est définir des limites qui
qui parlait aussi aux habitants, c'est-à-dire qu'on est parti à la fois, parce que les bassins de vie qui existent du côté de l'INSEE, ça existe, mais on les a retravaillés pour qu'ils soient pertinents à la fois avec nos territoires et qui correspondent aussi aux pratiques, ce qu'avaient pu percevoir les professionnels sur le terrain, des pratiques, des habitudes des uns et des autres. Donc on a déterminé 13 bassins de vie. Et il se trouve que ces 13 bassins de vie, alors parfois on les a un peu adaptés, on voulait quand même que ce soit cohérent avec les établissements publics intercommunaux. C'est important pour qu'on soit complètement cohérent parce que c'est quand même, il y a un niveau de gouvernance territoriale dont on n'a pas parlé parce que là on est resté quand même sur le niveau national, le niveau départemental, mais il faut qu'on descende sur, si on veut que les projets fonctionnent, il faut qu'on descende à une échelle plus fine. Donc il nous a semblé en fait que soit les EPCI correspondaient au bassin de vie, et là il n'y avait pas de souci, soit on a découpé des gros EPCI en plusieurs bassins de vie. Parce que quand on prend un EPCI comme Tarbes-Lourdes-Pyrénées, eh bien, il y a 3 bassins de vie sur ce territoire. Bon, voilà, donc il faut qu'on puisse se retrouver dans une organisation qui soit cohérente. Donc ça, c'est le premier niveau. La démarche qui est engagée, c'est d'aller mobiliser les acteurs maintenant, puisque le département est chef de file de l'action sociale. Donc d'aller mobiliser les acteurs sur les territoires. Alors pas que les acteurs sociaux, parce que si on veut faire du social, il faut aussi mobiliser tous les acteurs du développement du territoire. Donc les acteurs économiques. Et la démarche qu'on va avoir à faire aussi, et c'est pour ça que dans les CEPOM on a introduit cette notion, c'est aussi d'ouvrir les établissements vers le territoire et qu'ils ne restent pas seuls sur le territoire. Ils sont dans une dynamique, il y a des actions, il y a des contraintes financières aussi où ils ont besoin de s'ouvrir de toute façon même pour être viables. Bon, voilà, donc il faut qu'on le travaille avec tous les acteurs. Les premiers acteurs qu'on a été chercher, ça a été bien évidemment les EPCI, parce que le niveau de gouvernance, le projet politique, il doit se faire à l'échelle de l'EPCI. Donc on a travaillé déjà sur une première base de données, et c'est pour ça que ça rejoint complètement la démarche qu'évoquait Véronique tout à l'heure. L'idée, c'est déjà de partager des données. Alors des données quantitatives, vous en parlez tout à l'heure, mais aussi des données qualitatives. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on en comprend, qu'est-ce qu'on analyse, quel est aussi le ressenti, quelle est la représentation de ce territoire, qu'est-ce que pensent les habitants de ce territoire, comment ils le vivent ce territoire. Donc, avec la volonté d'associer les habitants à cette démarche. Donc, nos usagers, mais pas que, il faut qu'on aille au-delà. Il y a une démarche qui est intéressante actuellement sur la vallée des Gaves, où il y a un cabinet qui vient travailler avec nous, qui est complètement dans cette démarche. Et l'objectif, c'est d'élaborer un projet de territoire qui va permettre, qui est un projet de territoire social, qui va permettre d'élaborer un schéma d'organisation territoriale, puisque c'est la compétence des EPCI. Donc, ça, c'est pour avoir, en tout cas, une base de données, c'est de mobiliser les acteurs autour d'une démarche partagée, qu'on puisse élaborer un projet de territoire. Et dans ce projet de territoire, il va falloir qu'on retrouve les différentes approches, les différentes orientations, au-delà des compétences du département. Parce que si on veut un projet de territoire réussi, c'est un projet de territoire qui n'est pas porté par le département. C'est un projet qui est sur le territoire pour les acteurs et qui va aborder des compétences qui ne sont pas celles du département. Et ça, c'est... voilà. Après, on ne pourra pas tout faire, il faudra qu'on priorise, il y a du projet, bon, voyez, mais c'est de mobiliser les acteurs autour d'un projet. Par rapport aux différents axes transversaux, on a beaucoup parlé quand même de situations individuelles. C'est quand même l'objet du dispositif. Alors, sur les situations individuelles, du côté des maisons départementales de solidarité, la difficulté, c'est qu'on avait aussi une organisation, une multitude de dispositifs. Je parlais de schéma, je parlais d'empilement, mais on revoit la même chose du côté du territoire et des maisons départementales de solidarité. Ce qui est quand même un des principaux points d'entrée avec les CCAS, quand il y en a, sur le territoire. Ou en tout cas, sur l'accueil social, on reste le point d'entrée essentiel. Voilà, et l'histoire fait qu'on n'avait pas toujours une entrée tout public. Alors on faisait de l'information, l'accès au droit, mais surtout et pas mal d'orientation aussi des publics vers les partenaires. On est en train de retravailler sur la notion d'accueil. Donc Marc parlerait d'accueil intégré. Même si voilà, l'accueil intégré,
bien sûr qu'on veut tendre vers ça. L'idée, c'est d'avoir en tout cas des points identifiés pour toute la population. Quelle est une demande d'information, quel est besoin de quoi que ce soit, c'est qu'on puisse l'accompagner. Il y a en plus la question de l'inclusion numérique. Donc on a des développements du numérique et avec, on sait qu'on a 50% des plus précaires et les personnes handicapées en font partie, en tout cas, c'est aussi qui n'ont pas accès au numérique, qui n'ont pas accès à leur dossier. Donc il y a déjà des problèmes de mobilité et il vient se poser cette question du numérique. Donc c'est qu'on puisse avoir des points identifiés. Alors que ce soit un point du département ou une maison de service à la population ou une maison qui est identifiée, qui n'a pas de label, peu importe, c'est qu'on ait des points mutualisés d'accueil. Donc c'est repenser aussi les accueils sur le territoire. Donc ça c'est pour le volet individuel. Du côté du volet individuel, c'est avoir une approche globale de la personne. On parle d'accompagnement social global, donc c'est qu'on soit sur la transversalité, qu'on ne regarde pas la personne par rapport à une problématique, par rapport à son handicap, uniquement par exemple, mais qu'on le regarde dans son approche globale. Quels sont ses besoins pour bien vivre, pour avoir un projet de vie sur son territoire. Donc c'est ça qui nous importe. Je vais vite, Marc me fait signe d'aller plus vite. Deuxième volet, c'est les actions collectives. Sur les actions collectives, c'est comment on développe des actions collectives ensemble. On voit bien, et là c'est le projet de territoire qui va nous y aider, qu'il y a une multitude d'actions, par petits bouts, qui va tout, voilà, et parfois on touche les mêmes publics aussi. Donc c'est comment on peut mutualiser, décloisonner aussi nos publics, qu'on retrouve des personnes âgées avec des jeunes, qu'on retrouve des personnes handicapées, qu'on mixe nos publics et qu'on ait des actions collectives qui soient de véritables actions inclusives. Voilà. Et la transversalité et l'accompagnement social global, j'en ai déjà parlé, donc j'en arrête là. Merci à vous tous. Il est l'heure de vous donner la parole. Nous avons un bon quart d'heure avant la pause déjeuner pour pouvoir échanger avec nos intervenants. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Benoît Guillard, je dirige le pôle travail à l'ADAPI des Hautes-Pyrénées. Donc le pôle travail, c'est à peu près la moitié des places des personnes en situation de handicap en ESAT. Ma question va être large et s'adresse à tous en fait. Puisque déjà les constats et les outils sont posés, mais moi j'ai deux observations larges et majeures que je souhaiterais faire. Un, déjà témoigner, dire que on ne se réveille pas aujourd'hui, nous les institutions, pour se dire il faut que ça change. Deux, dire que l'observation que l'on fait chaque année dans nos rapports d'activité par exemple, ou lorsqu'on restitue nos états à l'État, démontre, moi je dirige 2 ESAT depuis 10 ans maintenant, et chaque année je mets en alerte l'État sur la position de vieillissement de nos publics et sur les situations sans solution. Aujourd'hui chez nous, 100 personnes ont plus de 50 ans, 50 personnes ont plus de 55 ans, 35 personnes sont en attente de solutions, donc je me réjouis de la démarche, je me réjouis de la méthode que je trouve intelligente. Par contre, je souhaite donner un signal d'alarme. Il y a urgence absolue parce que nos institutions sont déjà dans des situations de maltraitance institutionnelle sur ces positions. Je voudrais souligner une deuxième chose. En 2009, avec le président de l'ADAPI de l'époque, nous avions alerté déjà le ministère, nous étions montés à Paris pour évoquer le manque de place, et en particulier le manque de place sur des situations de personnes vieillissantes, puisque déjà à l'époque, en 2009, nous avions 30 personnes en situation d'attente dans des dispositifs qui s'appelaient à l'époque SACAT, section annexe CAT, et donc inévitablement et à cette période, donc l'État est redescendu sur la préfecture et sur le Conseil général, puisque à l'époque c'était le Conseil général, et a été créé donc 20 places, foyers de vie médicalisés sur des budgets, je dirais, spécifiques, avec une promesse de regarder, d'observer et d'étendre la réflexion pour anticiper. 2013, une enquête a été mise en place avec l'association l'ADAPI sur l'ensemble de nos publics. Enquête confiée à un établissement d'enquête toulousain pour révéler à nouveau la situation et les urgences par rapport à ces publics handicapés vieillissants. 6 axes de travail avaient été retenus. Un axe concernant l'adaptation de la durée du travail
aux personnes vieillissantes en ESAT. L'autre, mettre en place des actions de préparation à la retraite, développer l'accompagnement social des usagers, optimiser les logistiques de parcours en termes d'hébergement pour les usagers sur les bassins de vie, structurer et identifier les lieux d'accueil, d'information et d'aide pour les familles et pour les usagers, et enfin, développer et créer des conditions d'échange et de temps de rencontre avec les familles. 2016, hein, dans la position. Et donc, nous arrivons à 2017, donc RAPT, et mise en place, effectivement, de tout ce que vous avez déroulé. Je voudrais faire 2 observations au-delà de celles concernant les urgences. Rapide, s'il vous plaît. Voilà, mais l'autre observation, c'est le financement. Parce que la position globale, dans le 65, pour ce que j'ai pu vivre, moi j'ai les cheveux blancs, ça fait 10 ans que je me bats sur le sujet, c'est qu'inévitablement les réponses sont toujours les mêmes. À savoir, vous avez un département très bien équipé, et donc l'observatoire qui est nécessaire, qui n'est pas fait, c'est le besoin des personnes. Il ne s'agit pas de voir seulement l'équipement et le taux d'équipement par rapport à la population, mais véritablement identifier le besoin des personnes. Donc, un travail à faire sur le sujet. Et puis le deuxième point, il faut quand même dire la vérité entre nous. Il y a quand même un vrai problème financier et d'articulation des politiques entre les territoires. Alors, on va situer le millefeuille des territoires, puisque dans les territoires, nous, on est État. La problématique des hébergements, c'est département, dans le contexte. En 2009, nous avons tenté de mettre en place un CEPOM global. Nous n'avons pas réussi à mettre autour de la table l'État et le département. Aujourd'hui, on y va, je dirais par force, jusqu'en 2020, et je m'en réjouis. Mais pour autant, 2020 et après, quels seront véritablement les acteurs en charge de ces politiques? Puisque en même temps, nous avons avec la loi le nôtre, donc un millefeuille territorial qui se recompose avec des positions politiques diverses. Voilà. Bien. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre intervention. Sur le dernier aspect, est-ce que M. Bousquet, sur qui s'occupera des politiques, autonomie en 2020, ou peut-être Mme Droby, peuvent amener des éléments de réponse? Ou... Bon, court, hein, parce qu'il y aura d'autres questions. Levez la main par anticipation si vous voulez poser une question ensuite. Je dis c'est qu'on se regarde parce qu'on a tous les deux hâte de répondre. Alors ça tombe bien, on était tous les deux hier à Paris. Et effectivement, c'était organisé par l'Association des départements de France, où les ARS étaient là aussi. Et évidemment, cette problématique a été posée notamment au niveau des départements. Je parle bien des financements. Hein. Aujourd'hui, déjà, les financements, effectivement, ils sont cloisonnés. Financement département, financement État, quoi. Et c'est souvent difficile de les croiser, quoi. Donc effectivement, ce qui a été proposé dans les propositions qui sont sorties hier de la salle, hein, il y avait quand même 87 départements, donc c'était quand même fortement représenté, c'est qu'il y ait des financements conjoints. Voilà, justement pour pouvoir, voilà, si on veut développer des choses, il faudra qu'il y ait des financements conjoints, parce que si on n'a que l'imagination qui est conjointe, je veux dire, si derrière il n'y a pas le financement, c'est tout de suite, ça devient compliqué. On le sait bien que c'est le nerf de la guerre, hein. Donc il faudra forcément que les modèles financiers évoluent dans ce cas-là, ou en tout cas, enfin, les modèles financiers. Le département va garder son budget, l'État va garder son budget, mais comment on arrive à les croiser, à faire des projets ensemble. Donc ça, c'est effectivement ce qui est sorti de la salle hier. Maintenant, il faut arriver à le mettre en place, quoi. Et effectivement, nous, départements, voilà, on a nos budgets, on sait que tous les départements, ils sont là, voire là. Donc effectivement, les marges de manœuvre, elles sont quand même très faibles aujourd'hui, quoi. Alors on demande effectivement d'être innovant, de trouver des solutions. Voilà, et d'être innovant, c'est effectivement de se rassembler et travailler, voilà, ARS, département, pour trouver comment on fait ces rapprochements. Et moi, je compte quand même beaucoup sur Réponse accompagnée pour tous aussi, pour faire remonter les problématiques, de créer un observatoire de l'handicap aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a le nouveau système d'information harmonisé des MDPH qui est mis en place, parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'observatoire national du handicap. On n'arrive pas à avoir de chiffres, hein, c'est ce que demande tout le monde. Il va falloir ça aussi pour, effectivement, dès qu'on met des chiffres, quand même, on sait vraiment de quoi on parle. Aujourd'hui, on parle de place. On sait parler que place. Véronique, tout à l'heure, parlait des orientations. Le suivi des orientations, c'est extrêmement complexe. Et on n'aura pas les réponses demain matin. Heureusement, tout est engagé dans ce sens-là. Et je pense que tout s'engage dans ce sens-là. Voilà. Et hier, on était clairement sur ces sujets-là, quoi. Alors le CEPOM, effectivement,
puisqu'on parle CEPOM, effectivement, avec l'ADAPI, ça sera l'année prochaine. C'est vraiment le moment de faire tout ce diagnostic et tout de suite s'engager, effectivement, objectifs et moyens dessus, et de façon conjointe, ARS, département, avec le soutien, effectivement, de tout ce qui sera fait sur la réponse accompagnée pour tous, puisque le but, ça remonte au niveau régional et au niveau national. Merci. Un petit complément rapide, s'il vous plaît. On a une question là-bas tout à l'heure qui nous attend. Très bien. Très rapidement, je pense que par rapport à la problématique que vous évoquez, notamment de financement, bon, déjà, qui peuvent paraître insuffisants, mais aussi, je pense que la difficulté aussi, c'est que dans un champ où on cofinance, si les priorités de cofinancement ne coïncident pas à un instant T, c'est très compliqué. Deux options, soit on arrête de cofinancer, c'est des propositions qui sont portées par certains. Moi, j'y crois pas parce que je pense que chacun a quelque chose à apporter. Les départements et les ARS, typiquement, n'ont pas les mêmes logiques d'action, mais les deux apportent quelque chose de très utile. Les départements, c'est intelligence, je dirais, très locale, territoriale. C'est des élus aussi, une optique politique locale. Et les ARS, un rôle important aussi en termes d'équité de traitement au niveau national. Donc moi je crois plutôt au cofinancement, faut-il qu'on le fasse de manière plus agile. C'est-à-dire qu'on arrête de se dire, moi je peux financer telle ou telle chose à telle ou telle hauteur, et qu'on soit plutôt dans des logiques territoriales. Ce qui a émergé hier, je me permets de le dire, c'est il y a un département qui va se lancer sur une démarche de département 100% inclusif, et d'autres vont suivre. Voilà, ça a commencé dans le territoire de Belfort, mais d'autres sont déjà portés volontaires. Et ce qu'ils ont dit hier, et je m'en réjouissais, parce que je n'avais pas cette information avant hier, c'est qu'ils vont aussi travailler dans des logiques de mise en commun des budgets, en fait. De se dire, OK, nous, voilà ce qu'on peut mettre sur table, non pas sur un CEPOM, mais vraiment dans une logique territoriale. Voici ce que nous, on peut mettre, et maintenant, qu'on sorte de qui peut financer quoi, et qu'on regarde des projets de manière globale. Je pense que ça, c'est vraiment une bonne solution. Et juste un tout petit complément, moi, je reste persuadée qu'effectivement, si on regarde les besoins en place, si on raisonne en place, on ne s'en sortira pas. Parce qu'il y a des contraintes budgétaires, mais aussi parce que les gens n'atteignent plus forcément des places. Et du coup, il faut effectivement raisonner en termes de réponse, c'est-à-dire, et du coup, qu'il ne soit pas que médico-social, et aussi qu'on s'interroge tous sur ce qu'on fait pour les personnes qui aujourd'hui sont dans les établissements et services. Parce que quand on regarde qu'il manque des places, on a quand même aussi à se poser la question, est-ce que parmi les personnes qui aujourd'hui sont dans les foyers, certaines pourraient envisager d'autres parcours de vie? Moi, j'en suis persuadée, jusqu'aux maisons d'accueil spécialisées. Je veux dire, ça ne s'adresse pas qu'aux établissements qui accueillent les publics les plus autonomes. Et donc, je pense que ça, c'est une vraie piste à explorer au niveau local aussi, sur comment on accompagne cette transition, y compris pour ceux qui aujourd'hui sont dans le système. Alors, vous demandiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait dans les Hautes-Pyrénées, en termes de partenariat notamment, en cours. Un dossier qui est assez ancien, je pense qu'il y a plus de 2 directeurs de MDPH, Maison de l'Autonomie, pour en parler, qui serait nécessaire pour en parler. C'est un projet de SAMSA sur le territoire, où effectivement, là, les acteurs ont pris le pari d'essayer de mutualiser, de mettre en commun leur politique, leur expérience, leur savoir-faire. Et effectivement, là, on parle de cloisonnement, de culture à bousculer. Et effectivement, je crois que tout le monde y met de la bonne volonté, mais c'est très complexe. Et qu'on est tous témoins de l'énergie qu'on met pour que ce chantier aboutisse. Mais effectivement, malgré les bonnes volontés, c'est prenant pour tout le monde. On a une nouvelle question. Oui, elle sera brève. Bon, je reconnais qu'il y a un maillage important et complémentaire mis au point par l'ARS, par la direction départementale de la solidarité, par le conseil départemental, par les établissements médico-sociaux, mais se pose quand même la question des personnes handicapées vieillissantes en milieu rural, isolées, qui ignorent parfois leurs droits ou ne les connaissent qu'à moitié, et pour qui se pose la question du transport. Certains ne demandent pas d'aide pour faire les courses, pour se soigner. D'autres, ignorent leurs droits. Et il faudrait, je ne sais pas, je pense que le secours des associations peut être complémentaire, peut être important, et que les projets mis en place
réserve certainement des solutions, mais que ces personnes qui sont des fois sans famille ou qui ont des parents vieillissants, voire décédés, se retrouvent dans une situation de vulnérabilité, de fragilité, qui ne leur permettent pas toujours d'avoir recours à ce maillage et de faire les démarches nécessaires pour que leurs droits soient reconnus, qu'ils soient soignés, pris en charge. Merci. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Je suis une simple bénévole de l'APF. Très bien. Et maman d'un jeune bipolaire. Merci. Je pense que la question peut s'adresser à Gaëlle Vergès, des territoires. C'est justement, en effet, vous avez tout à fait raison, c'est une problématique qui est partagée aujourd'hui, la question de la mobilité et la question de l'information et de l'accompagnement, en tout cas, et notamment sur le rural. C'est vrai qu'on est sur un département rural et montagnard, donc avec les problématiques de mobilité qui sont très fortes. C'est la préoccupation, en tout cas, du département, mais de l'État aussi, qui est partagée avec l'État, puisque on retrouve, en tout cas, c'est des orientations du schéma Solidaction 65. C'est aussi le schéma de service à la population. Et chaque fois qu'on va sur les territoires et qu'on parle de diagnostic, cette question ressort. Donc, après, il faut qu'on aille sur des actions innovantes. Parce qu'aujourd'hui, les services, en termes d'accueil, je parle de proximité, on voit bien qu'on ne va pas régler, en tout cas, cette problématique en multipliant les lieux d'accueil. Il faut qu'on les adapte. Donc, c'est des choses à travailler ensemble. Donc on n'a pas de réponse toute faite là-dessus. Alors l'inclusion numérique, la question de l'accompagnement numérique, ça peut être une des réponses sur de l'information accès au droit, mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est comment on accompagne aussi les pratiques. Voilà. Donc les associations et notamment tous les services d'aide à domicile jouent un rôle essentiel sur l'information accès au droit. C'est de voir aussi que le personnel ait toute l'information pour pouvoir aussi aider, qui sachent à qui il faut passer les relais à un moment donné, à qui s'adresser. Donc c'est tout le maillage territorial qu'on a à en construire dans le cadre de nos projets de territoire. Merci. Rapidement, juste pour compléter effectivement sur l'aspect mobilité dont vous parliez, avec la loi d'adaptation à la société au vieillissement, il y a la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie qui a été créée. Et cette conférence permet effectivement de financer des actions collectives. Et le choix du département et de la conférence a été que ces actions collectives puissent être associées une dimension mobilité. Parce que je parlais tout à l'heure de l'isolement, et en fait on s'aperçoit que quand on fait ne serait-ce que des séances d'activité physique adaptées, ce sont toujours les mêmes personnes qui y viennent, alors soit parce qu'elles sont proches, proches en termes de distance, ou parce qu'elles ont l'habitude de venir, etc. On a souvent du mal à faire venir les personnes. Donc on a mis cette clause aussi dans toutes ces actions-là, de façon à ce que toutes les associations qui vont proposer ces actions-là puissent l'inclure et aillent chercher les personnes chez elles pour les faire. Par exemple, je dis l'activité physique adaptée, mais c'est toutes les actions collectives qu'on m'a proposées, qui sont aujourd'hui pour les plus de 60 ans. La conférence débute à plus de 60 ans. Mais effectivement, il faut que cette conférence puisse s'ouvrir avant 60 ans, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure des dates, effectivement à partir ou les plus de 50 ans, etc. Comment effectivement au niveau de l'handicap aussi, on arrive à aller plus loin, et pour ceux qui seraient adultes et pas encore effectivement plus de 60 ans, quoi. Donc ça, on l'a introduit dedans, et on fait attention que tous les projets qu'on sélectionne, que cette clause, on va dire, de mobilité soit bien incluse dedans, quoi. Voilà. Et ça, alors ça demande de l'organisation, etc. Ça se fait pas simplement, mais en tout cas c'est quelque chose de fort qui avait été positionné sur la conférence des financeurs. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu dans le film un propos qui m'a surpris. Donc Alain Benesti, je suis directeur de l'association Médiane. Un propos qui m'a surpris, qui était celui du recyclage des travailleurs sociaux. C'est-à-dire que dans ces mutations, il y a la nécessité de recycler. Alors, au-delà du terme, est-ce qu'il y a des modalités d'accompagnement, justement, pour les professionnels qui sont face aussi à ces transformations, à cette nécessité de penser plus globale, finalement? Merci. Qui veut répondre? Gaëlle.
C'est vrai que... Bien près du micro, s'il te plaît, Gaël. Ouais, sur la question du recyclage, c'est un peu fort quand même, le mot recyclage. On est plutôt sur la question de l'accompagnement des pratiques. Cette question de l'accompagnement des pratiques, c'est un enjeu fort. Actuellement, on est sur une évolution permanente, je dirais, de la société, mais aussi des organisations et des dispositifs. Donc il faut s'adapter en continu. Donc la difficulté des professionnels, c'est d'avoir le bon niveau d'information, les bons outils, une connaissance suffisante pour permettre un accompagnement social de qualité. Donc l'enjeu, pour moi, il est plutôt sur l'accompagnement des pratiques, alors qui passe par de la formation, mais de la formation aussi par les partenaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte des formations classiques. On est plutôt sur des échanges interprofessionnels, sur il y a différentes façons d'accompagner et de l'accompagnement des pratiques aussi au quotidien. Peut-être pour compléter tout simplement ce qui est prévu dans le cadre de la démarche réponse accompagnée, parce que c'est vrai que tout un axe est dédié à l'accompagnement au changement qui recouvre des dimensions différentes. Vous les avez évoquées tout à l'heure, les systèmes d'information, les organisations, mais en réalité tout ça va ensemble. C'est vraiment la question de l'évolution des pratiques professionnelles. Il y a quand même le sujet de la formation qui est central. Sur le sujet de la formation, si on ne parle que des travailleurs sociaux, même si en réalité on s'intéresse aussi à d'autres professionnels qui accompagnent. Mais pour le champ du travail social, il y a à la fois un chantier en cours là, qui est en train d'atterrir, de la réforme des diplômes du travail social avec un certain nombre de cadrages nouveaux au niveau national ou un certain nombre de priorités liées à la démarche réponse accompagnée pour tous, et je dirais à cette transformation des logiques d'accompagnement sont intégrées. Donc ça, c'est sur le champ de la formation initiale. Et ensuite, il y a sur le champ de la formation continue, là aussi, des leviers pour cadrer les choses au niveau de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, a des conventions avec chaque OPCA, et il est en train là aussi de reconventionner avec chaque OPCA pour que sur le champ des politiques de l'autonomie, donc handicap et grand âge, on intègre un certain nombre de priorités qui sont les nôtres autour de la place des personnes, d'approche globale, de coopération, etc. Donc ça, ce sont des leviers macro. J'ai envie de dire, ensuite, c'est à vous de jouer. À vous de jouer parce qu'ensuite, il faut que concrètement, sur le terrain, il y ait de la demande, c'est-à-dire que les directeurs d'établissement aillent demander des formations qui vont dans ce sens-là, qu'il y ait de l'offre, qu'au niveau des instituts de formation ou des structures qui offrent des formations, là aussi, ça soit vraiment intégré. Et on sait que ça ne suffit pas d'inscrire ça dans les textes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont aussi formateurs. Donc voilà, à eux aussi de jouer. Et ensuite, il faut bien évidemment que les personnes elles-mêmes concernées par la formation, c'est-à-dire les professionnels, en sentent un besoin. Et ça s'accompagne. C'est-à-dire que c'est pas en disant aux gens maintenant vous allez faire tout différemment que ça va se faire. Je pense que c'est vraiment en faisant la jonction entre la pratique qui est aujourd'hui celle des professionnels et qu'il ne faut pas caricaturer non plus. Je pense que les professionnels sont déjà dans cette dynamique-là, mais de leur dire écoutez, aujourd'hui, voilà la manière dont on fonctionne. Voici ce qu'on peut améliorer en capitalisant sur ce qu'on fait déjà, et pour y parvenir, voici l'offre de formation qu'on peut mettre à votre disposition. Et cette offre de formation, je vous rejoins parfaitement, il faut qu'elle prenne des formes, pas forcément nouvelles, mais en tout cas que des formes pertinentes se généralisent autour de 2 points qui me semblent essentiels. C'est les approches de formation croisées, qu'on arrête de se former en silo par type de métier et par type d'association, de structure, etc. Et par des approches beaucoup plus pratiques autour des analyses partagées de situations, anonymisées bien évidemment avec tout le respect des contraintes qui existent dans ce domaine-là, mais qu'on parte des choses concrètes et qu'on arrête de se dire, si par exemple quelque chose a dysfonctionné, c'est de la faute de tel ou tel, mais plutôt qu'on soit dans des logiques de se dire, écoutez, collectivement, on n'a pas réussi à répondre à cette situation, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Et je pense que, enfin, je sais pas que je pense, on a pu le voir, que ces approches-là, surtout quand ça réunit, je parle du handicap, la MDPH, l'éducation nationale, les associations et l'hospitalier, par exemple, quand ça réunit tous ces acteurs-là, on voit que ça donne des résultats tout à fait intéressants. Allez, en conclusion de cette matinée. Juste un mot pour... je souscris tout à fait ce qui a été dit sur la question de la formation. Je crois qu'un des leviers importants, c'est le réajustement des projets d'établissement. Dans la réflexion sur les projets d'établissement, vous êtes sur une dimension collective, et nous, on voit dans les travaux que l'on mène avec le CREAI, dans l'accompagnement des établissements médico-sociaux sur la refonte des projets d'établissement, qu'un certain nombre de questions se posent sur quel est le projet collectif d'accompagnement des personnes.
à un moment clé qui est une évolution des recommandations des bonnes pratiques finalement, parce que c'est de ça dont on parle, et donc du système global. Et là, on voit bien qu'il y a des questions, des demandes de formation qui peuvent émerger du fait de cette réflexion collective au sein des établissements de quelle est l'orientation que l'on mène au sein de notre établissement auprès des populations. Et là, des notions d'empowerment, de capacité des personnes apparaissent, et tout d'un coup, de ce fait, les travailleurs sociaux qu'il ne faut pas recycler, qu'il faut juste reconnaître dans leurs fonctions, dans un mouvement et les accompagner dans ce mouvement-là, mais on ne va pas transformer les travailleurs, sociaux. On va leur donner les moyens d'eux-mêmes de se saisir de cette révolution. Parce que si on oppose transformation de la politique publique à acteurs de terrain, là on va vers la catastrophe. Si on considère que finalement il n'y a pas un mauvais objet et un bon objet, et que finalement c'est collectivement qu'on arrive à travailler, je pense que là on va progresser, et cette réforme-là, qui est pour les 10 prochaines années, elle ne s'est faite pas en 2 ans, pourra être aboutie. Mais pour cela, je crois qu'un des points, c'est ces espaces-temps qui se créent dans les établissements, dans la retransformation des projets d'établissement.